12 février 1950, une date dans l'histoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour la première fois, ses habitants votent dans le cadre d'élections municipales. Fini le temps où le maire était désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire. Ces élections font suite au décret du 9 novembre 1949 qui met fin au statut de commune pénitentiaire de Saint-Laurent et en fait une commune de plein exercice. Les Saint-Laurentais se donnent comme premier maire Joseph Saint-Forien. Quand M. Saint-Forien a été élu maire, ici à Saint-Laurent, tout le monde l'appelait papa. Parce que M. Saint-Forien était un papa pour tout le monde. En dehors de la partie administration de la commune, c'était un monsieur qui distillait, qui avait son usine de tafia ici. Et il avait la main sur le cœur. Une lourde tâche attend le nouveau maire d'une commune qui doit vivre sans la main-d'œuvre du bagne pour son entretien et sans l'apport de biens et d'argent de la métropole à destination de la commune pénitentiaire. C'est vers l'exploitation de la forêt que la nouvelle commune oriente son activité, suite à la création par le préfet Robert Vignon du BAFOG, le Bureau agricole et forestier en 1952, et du BIPIG, le Bureau d'installation des personnes immigrées en Guyane. Le BAFOG qui se lance dans un inventaire de la forêt et une sélection des espèces. La Société forestière de la Guyane profite notamment de ce travail et représente au début des années 50 la plus grosse affaire du département, employant 166 personnes et produisant 3600 mètres cubes de bois par an. Mais le développement économique reste difficile à mettre en œuvre et Léon Damas, à l'élection législative de 1951, ne peut se prévaloir d'un bilan positif dans ce domaine. Léon Damas qui retrouve à cette occasion le communiste Constant Clore, mais aussi Édouard Gaumont, soutenu par le RPF, le Rassemblement pour la France. Les thèmes de ma campagne étaient fort simples. Je me réclamais du général de Gaulle parce que je considérais que c'était l'homme qui avait avec tellement de fierté, une volonté tellement affirmée, défendu la patrie à un moment où ça n'était pas une mince affaire que de la défendre, et avec un tel désintéressement que je ne voyais pas de personnage plus digne d'être un modèle que celui-là. Et par conséquent, on peut lire toutes mes déclarations de l'époque, on peut lire toutes mes professions de foi. On n'y trouvera pas autre chose que la volonté de tout faire pour réaliser au maximum et au plus vite tout ce que je pourrais en faveur de la Guyane. En fait, ils sont 9 à briguer le suffrage des électeurs, dont le sénateur Jules Patient, lui-même apparenté socialiste, Vermont Polycarpe, conseiller de l'Assemblée de l'Union française, et qui représente l'Union démocratique guyanaise, et puis aussi Léonce Laguerre, du Réveil progressiste guyanais, un tout jeune mouvement qui s'appuie sur son journal, Vent Nouveau, pour faire passer ses idées. Pour ainsi dire, on s'était singularisé parce que à partir du moment où on commence d'affirmer notre existence en Guyane en tant que peuple, en tant que porteur de revendications qui jusqu'alors n'étaient pas à l'ordre du jour des partis assimilationnistes, eh bien nous avions la dénomination de Réveil progressiste guyanais, ce qui devait normalement nécessairement conduire, compte tenu de l'évolution des relations internationales et du comportement plutôt émancipateur des peuples sous domination extérieure, eh bien, nécessairement, on devait s'acheminer vers la revendication de plus de liberté pour notre peuple. C'est Édouard Gaumont qui sort vainqueur de l'élection du 17 juin 1951 avec 2009 voix, suivi de Constant Clore, 1261 voix. Damas ne regroupe que 725 suffrages. Il est vrai qu'il n'avait pu obtenir, comme le demandaient les Guyanais, l'application dans le département de l'ensemble de la législation sociale. Cette revendication, ajoutée à celle d'une demande de prise en compte du coût de la vie en Guyane, avait en mars 1950 débouché sur un mot d'ordre de grève des fonctionnaires, lequel mouvement avait paralysé les services de l'État durant plusieurs semaines. À l'issue de ce mouvement, les fonctionnaires obtenaient une majoration de traitement de 25%. Édouard Gaumont, le nouveau député, sait ce qu'il attend. Dès mon arrivée au Palais Bourbon, je me suis saisi du dossier qui me paraissait le plus brûlant et le plus digne d'être réglé le plus rapidement possible. C'était celui de l'extension au département d'outre-mer, à tous les départements d'outre-mer, des différentes lois sociales
qui était appliqué en France et qui ne l'était pas dans les départements d'outre-mer. Ayant eu la chance d'appartenir à un groupe politique qui était le plus important de l'Assemblée nationale, j'ai pu, grâce à ce groupe, demander que fût inscrite à l'ordre du jour la loi étendant au département d'outre-mer toutes les dispositions concernant les interventions sociales. Et peu après, j'ai pu obtenir également que les lois si importantes pour nous, qui permettaient d'avoir une assistance financière pour pouvoir construire, fussent également étendues à la Guyane. Sur le plan de l'infrastructure, l'effort se concentre sur la réalisation de la Nationale 1. L'administration prend le relais de ceux qui, comme Constantin puis Roland Verderosa, ont œuvré pour les liaisons entre les communes du littoral. Roland Verderosa à l'origine des premiers ponts de Kunamama et d'Irakubu. Il s'est endetté, le père Verderosa. Il a fait l'acquisition de 2 camions qu'il a affectés de Sinamari à Kunamama et un autre au-delà de Kunamama jusqu'avant Irakubu, parce qu'il n'y avait pas encore les ponts. Donc la construction de ces ponts devenait une nécessité. Lui et mon mari, Roland Verderosa, il a été choisi par un gouverneur de l'époque qui s'appelait Robert Schott. Robert Schott l'a nommé maire. Et quoique maire, il a obtenu l'adjudication du pont de Kunamama. Et quand ce pont était fini, donc en 1942-43, c'est le gouverneur Jean Rappel qui est venu inaugurer le pont. Il lui a dit, Verderosa, l'an prochain, vous me faites le pont sur l'Irakubu. Et en 1944, ce pont a été fait, permettant la liaison, n'est-ce pas, Sinamari-Irakubu, sans rupture de charge. 1955, c'est le départ d'Édouard Vignon. Le premier préfet quitte le département après avoir eu à faire, comme il le dit lui-même, un inventaire des possibilités de la Guyane. Il se promet de revenir dans un pays où la population du Maroni l'a adopté. Il sera par la suite maire de Maripasoula, dont les habitants lui rendent hommage avant son départ. À Cayenne, les habitants du chef-lieu, en cette fin d'année 1955, voient avec tristesse la mort du palmier bifide. Planté sur ce qu'était la place de l'Esplanade en 1821, le palmier géant qui a vécu 134 ans était considéré par certains comme une des merveilles du monde. Une fin d'année 1955 marquée sur le plan politique par la démission de Justin Cataillé de la section SFIO qu'il avait lui-même créée en 1951. À l'origine, un litige sur la désignation d'un candidat à l'élection législative de 1956. Cataillé, il était malade en métropole et il avait demandé à ses camarades de la SFIO de l'attendre avant de désigner le candidat. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu l'attendre parce que, pour plusieurs raisons. Et finalement, ils ont désigné un candidat, ils ont désigné à l'époque Ofion. Et Cataillé, mécontent, quand il est retourné, il a donné sa démission de SFIO et il est resté un peu de temps à chercher comment se reprendre la politique. Le 22 février 1956, les statuts du Parti socialiste guyanais sont déposés en préfecture. Dans la foulée, Justin Cataillé lance un journal, Debout Guyane, dont la parution hebdomadaire donne une idée de sa capacité de travail et est le lien direct avec une population dont il a su se rapprocher. Tout à fait au début, et j'étais à ses côtés lorsqu'il a créé des organismes à même de promouvoir l'évolution des Guyanais. Par exemple, des cours
aider les personnes âgées à remplir des papiers, toutes sortes de choses, avec les agaronnes, etc. J'étais là. Le discours qu'il tenait est un discours qui attirait les gens qui étaient dans le besoin. Et à ce moment-là, Kataye lui-même a créé 2 syndicats de locataires, c'est-à-dire dans les cités. C'est Kataye qui a commencé avec les gens des cités, et ce discours a plu aux gens, et la plupart des gens déshérités, si on peut dire, étaient avec Kataye. À l'élection législative de 1956, Édouard Ngomon est réélu. Il devance Paul Ophion de la SFIO. Le réveil progressiste guyanais, dont on avait noté la percée en 1951 et qui apparaissait comme un mouvement d'avenir, est en passe de disparaître. Le réveil progressiste n'a pas pu s'installer, pour ainsi dire, avoir un apport populaire. Et il y avait des fonctionnaires et on n'a pas pu maîtriser notre orientation vers le peuple. Mais il n'y a pas, pour ainsi dire, un monde ouvrier en Guyane. Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas le bâtiment tel qu'il sera développé par la suite. Donc à l'époque, il n'y a pas de, pour ainsi dire, de classe ouvrière. Et c'est tout simplement des dockers. Les dockers sont prédominants. Les dockers syndiqués en grande partie à l'UDCGT, l'Union départementale de la Confédération générale du travail, que dirige André Aron, membre de la SFIO, tout comme Auguste Etienne, qui va amener les dockers à rallier le tout jeune Parti socialiste guyanais. Celui-ci élargit son assise par l'arrivée de militants en provenance de différents horizons. C'est à la venue de Jules Gaille. Jules Gaille qui animait, qui était membre de la Renaissance guyanaise, c'est-à-dire le parti fondé par Jacques Farr, est venu avec, il a contacté Jules Gaille qui était un homme de gauche, est venu avec Madame Robertin et presque, je dirais, la plupart des gens qui étaient à la Renaissance guyanaise. Dans le parti, on pouvait compter sur une main les intellectuels qui dépassaient, qui avaient le niveau bac déjà. Dans le PSG, il avait peut-être de bonnes idées. Il formait les gens, politiquement. D'ailleurs, à l'époque de Kataye, c'est le seul parti qui formait politiquement ses adhérents. Kataye check conférence sur conférence et commence à développer ses idées sur la nécessité d'un statut spécial pour un département dont le développement économique se fait toujours attendre. Nous voudrions faire comprendre au gouvernement qu'après tout, la Guyane n'a pas commis un crime et que si elle se trouve dans cette situation déplorable, c'est bien parce qu'elle a été mal gérée par les administrateurs qu'on nous avait désignés. C'est la raison pour laquelle nous réclamons aujourd'hui que la Guyane puisse être effectivement dirigée par les représentants élus de la population guyanaise. Nous voudrions un système qui pourrait nous associer intimement à la métropole dans la gestion des affaires guyanaises. En ces années 57-58, le leader du PSG qui défend son statut spécial se montre méfiant vis-à-vis d'un tout jeune mouvement dont le discours tranche avec les positions connues jusqu'alors, l'UPG, l'Union du peuple guyanais. À la base, une nouvelle génération de jeunes rentrés travailler au pays à l'issue de leurs études. Lorsque nous avons constitué l'Union du peuple guyanais et que nous avons préconisé l'autonomie de gestion, on s'est heurté, si vous voulez, à 2 courants différents. Nous avons été pris dans une espèce d'étau. C'était la première fois que l'on entendait parler en Guyane d'autonomie. On a retenu le mot autonomie et beaucoup l'ont interprété comme indépendance. Jamais à l'époque nous n'avions prêché l'indépendance, même pas l'autonomie. Nous demandions simplement l'autonomie de gestion. L'UPG, qui s'oppose au PSG sur le type de statut à appliquer à la Guyane, participe toutefois aux côtés de Justin Kataye à une importante réunion qui se tient le 23 juillet 1958 à la mairie de Cayenne sous l'intitulé de Comité de défense républicaine de la Guyane. À cette réunion sont également présents des représentants de la SFIO et du Parti gaulliste. Une réunion suivie d'une seconde le 3 août 1958 qui voit la mise en place d'un comité pour l'attribution et l'établissement d'un statut spécial pour la Guyane.
Il est vrai que devant les difficultés économiques que connaît le pays, dès le début de l'année 1958, des partisans du statut départemental réclamé en 1946 se sont élevés pour dénoncer les manquements du système. Transformer en département subitement des pays qui n'avaient que l'organisation de territoires sous-développés jusque-là correspondait à une entreprise dont on n'a pas vu les conséquences à cette époque-là. Et il est certain que 12 ans après cette transformation, on peut considérer qu'on n'a pas abouti, que sans que ce soit une faillite, on n'a pas réussi totalement dans le projet de transformation que l'on avait envisagé à cette époque. En France, le général de Gaulle, appelé à la tête de l'État, se prépare à soumettre à référendum une nouvelle constitution visant à renforcer considérablement les pouvoirs du président de la République. Justin Cataillé et Roland Barras, maire de Cayenne, mandatés par le comité pour défendre en France une proposition visant à inclure dans l'article 73 de la Constitution un paragraphe sur le statut particulier des DOM, n'ont pu se faire entendre. Justin Cataillé se lance alors dans une campagne pour le non au référendum du 28 septembre. Le 17 du même mois, arrive dans le département André Malraux, ministre délégué à la présidence du Conseil, dont la mission est de convaincre le secrétaire général du PSG de la nécessité d'appeler à voter oui. Il avait fait campagne, bien qu'étant très attaché à De Gaulle, puisqu'il avait fait Force française libre, et il avait fait campagne pour le non. Et le non était sur le point de l'emporter. Et Malraux est arrivé et ils l'ont convoqué et ils l'ont fait miroiter qu'on allait adopter son fameux statut spécial. Et Cataillé, on lui a mis des avions et à sa disposition. Il est passé partout. Il avait dit de voter non, de voter oui. Et c'est ainsi que le oui a pu passer. Mais malheureusement, après, on n'a jamais tenu compte de ce oui. D'ailleurs, il a été, je dirais, trompé. L'adoption de la Constitution de 1958 renvoie les députés devant les électeurs. Le scrutin en Guyane est marqué par 3 candidatures principales. Édouard Ngomon, le sortant gaulliste, Justin Cataillé, PSG, Robert Vignon, l'ancien préfet, revenu dans le département. J'étais toujours passionné pour la Guyane. Je voulais revenir travailler pour la Guyane. Je voulais une carte de visite me permettant d'intervenir pour la Guyane. Et le seul système, c'était d'avoir un mandat parlementaire. Les résultats de ce premier tour sont très serrés, comme en atteste la correspondance du reporter de l'époque à l'adresse de la radio nationale. Le total de voix obtenues par chaque candidat est le suivant. M. Cataillé, 3489 voix. M. Vignon, 2711 et M. Gaumont, 2702. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité requise, un second tour s'impose et les électeurs de la Guyane devront revenir aux urnes dimanche prochain afin d'élire cette fois leurs représentants qui devront siéger de la nouvelle Assemblée de la Ve République. Ici Georges Chaumet de la radiodiffusion qui nous a parlé de Cayenne. Édouard Gaumont se souvient très bien de cette campagne qu'il oppose à l'ancien préfet Robert Vignon, mais aussi à celui qui apparaît désormais comme l'homme avec lequel il faut compter, Justin Cataillé. Nous nous sommes battus avec des armes tout à fait illégales. Car, au total, dans cette affaire-là, lui, Cataillé, avait les bonnes armes qui étaient celles que l'on fabrique pour une lutte politicienne qui doit se terminer par un succès. Et moi, j'arrivais avec des contrefaçons de faux pistolets qui, en l'espèce, ne prêtaient qu'à rire. Et donc, quand j'arrivais une fois de plus en disant « moi, j'ai rien à vous proposer », ou plus exactement à vous offrir en jurant sur tous les dieux que vous l'aurez encore plus vite qu'il ne faut pour le dire. Ce n'est pas ma manière. Moi, j'exécute, je ne promets pas. On dit, oh, Lucien Couillon, pas besoin de jouer Kelly. Et voilà dans quelles conditions, avec raison d'ailleurs, puisqu'ils ont voulu tenter d'autres choses, j'ai été purement et simplement renvoyé à mes chères études.
Les instances du mouvement gaulliste demandent à l'évêque de Guyane, Monseigneur Alfred Marie, de jouer les médiateurs entre Vignon et Gaumont. Aucun des deux hommes ne retire sa candidature, ce dont profite Justin Cataillé, élu le 30 novembre 1958, député de la Guyane. Mais il faut dire que la victoire même de Cataillé aux élections de 1958 a été par un concours de circonstances. Cataillé avait bien des assises, mais plutôt dans les communes, puisqu'il allait dans les communes faire des tournées. Mais c'est parce qu'il y a eu la division entre Gaumont et Vignon, et qui se sont un petit peu affaiblis. Et à ce moment-là, naturellement, ça n'enlève rien à la victoire de Cataillé. Mais en fait, si les deux partis de droite ne s'étaient pas divisés, en réalité, Cataillé n'aurait pas été député à cette époque-là. C'est maintenant en tant que député de la Guyane que Justin Cataillé va défendre son idée d'un statut spécial pour la Guyane. Dès 1959, il dépose une proposition de loi dans ce sens. Cataillé, toujours en opposition avec les jeunes de l'UPG qui, de leur côté, proposent également de nouvelles orientations au travers de l'élaboration d'un texte pour une autonomie de gestion diffusé dans leur journal Conscience guyanaise. L'autonomie de gestion, alors c'était quand même quelque chose qui nous apparaissait tout à fait normal, puisque l'autonomie de gestion consistait à donner beaucoup plus de responsabilités aux assemblées locales, ce que l'on retrouve d'une certaine manière maintenant dans la décentralisation. Je dois dire que de la part de Justin Cataillé, nous avons eu un adversaire mais redoutable, parce qu'il avait quand même toute la masse derrière lui, et se faire comprendre de cette masse, c'était très très difficile. Il formait une espèce d'écran, de sorte que nous avons, si vous voulez, de ce côté-là, mais échoué complètement. L'UPG, qui réussit les 26 et 27 septembre 1959, a regroupé en congrès l'ensemble des partis de gauche, organisations syndicales, représentants du monde agricole et sportif. Le maire de Cayenne est également présent à ce congrès. En revanche, les parlementaires Justin Cataillé et Georges Guéril sont absents. Jean-Marie Maille représentait le Réveil progressiste guyanais. Ce congrès rassemble presque l'unanimité, la majorité des organismes politiques, des syndicats, des organes corporatistes guyanais. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut un changement de statut, et on affirme, nous, Guyanais, à ce congrès, nous avons pris des résolutions et nous avons affirmé que la Guyane, c'est un peuple majeur, et un peuple majeur qui doit s'autodéterminer, et le général de Gaulle a autorisé que les Algériens s'autodéterminent dans son discours du 16 septembre, et lorsqu'au 26 et 27 septembre, nous nous réunissons pour ce congrès, nous disons qu'il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas, nous, en tant que département d'outre-mer, et ayant une situation semblable au département algérien, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous autodéterminer, et nous soyons autorisés à nous autodéterminer dans les mêmes conditions que les Algériens. C'est dans cette Guyane où semble se dégager un consensus pour un changement de statut, bien que les uns et les autres ne soient pas d'accord sur son contenu, qu'arrive à la fin du mois d'avril 1960 le général de Gaulle pour une visite officielle en tant que président de la République. Le général accueilli par le préfet Dubois-Chabert. Le chef de l'État reçoit un accueil triomphal. Il était déjà venu dans le département à titre privé en août 1956, mais il n'était pas encore président de la République. Pour cette seconde visite en Guyane, le général a droit à tous les honneurs, défilés militaires, mais aussi de la jeunesse guyanaise représentée par les différents mouvements de jeunesse. Présentation aux personnalités, dont le président du Conseil général, Joseph Symphorien, mais aussi le sénateur Guéril et le député Justin Cataillé, ancien des Forces françaises libres. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Sur le plan politique,
il faut noter la remise au chef de l'État d'un mémorandum du Conseil général soutenu par les parlementaires. Mémorandum qui demande que soit mis en œuvre pour la Guyane un processus de transformation en territoire d'outre-mer doté d'une loi cadre, possibilité offerte par les articles 72, 73 et 74 de la Constitution de 1958. Les responsables du département auront le sentiment d'être compris après avoir entendu le chef de l'État déclarer dans cette période qui suit l'accession à l'autodétermination d'anciennes colonies d'Afrique: La Guyane doit profiter de cette mise en ordre de la France tout entière. Je vous annonce d'ailleurs que des décrets très importants viennent d'être promulgués, en vertu desquels les responsabilités, les attributions des préfets et des conseils généraux des départements d'outre-mer sont considérablement étendues, car il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné, ait une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre. L'année 1960 se termine sans que le gouvernement soumette au Parlement un projet de loi portant sur une réforme administrative en Guyane. La conséquence est le rapprochement de l'ensemble des partis politiques de Guyane, appuyés par des représentants de municipalités, du Conseil général et les parlementaires, tous bien décidés à faire entendre la voix de la Guyane. Mais les divergences politiques sur le type de rapport à établir avec le gouvernement français entraînaient quelque temps plus tard l'éclatement du comité pour le statut spécial.